Le retour des attentats suicides en Israël, 8 morts plus le kamikaze dans ce bus près de Haïfa, attentat revendiqué par le Hamas. Ariel Sharon demande aux États-Unis de cesser leur pression sur Israël qui mène une guerre de survie, dit-il. En France, la grève des douaniers se durcit, échec des négociations au ministère des Finances, blocage partiel des ports de Calais ou Dunkerque, perturbations sur le trafic Eurostar et à l'aéroport de Toulouse. La mise en examen il y a quelques instants de Jean-Charles Denis, l'éleveur qui a tué un policier mardi à l'aube à Vannes. L'homme n'avait aucune autorisation de détention d'armes. Il était convoqué le matin même par les gendarmes après une altercation. Environnement, une étude très officielle indique que l'air que nous respirons à domicile serait aussi pollué qu'à l'extérieur, mais pour d'autres raisons, colle, peinture et produits nettoyants. Il n'y a pas d'urgence car les concentrations sont faibles, concluent ces travaux. Le dernier film de Pedro Almodóvar, Parle avec elle, ou Comment aimer et même faire un enfant à une femme dans le coma, sorti aujourd'hui. Bonsoir à tous, merci de votre attention. L'explosion a été si violente que des témoins ont vu le bus faire un bond de plusieurs mètres. Les corps ont été éjectés du véhicule. C'était au petit matin sur la route qui relie Haïfa à Jérusalem. Un drame humain, mais aussi un défi pour Ariel Sharon. C'est le premier attentat suicide depuis le début de l'opération militaire en Cisjordanie. Opération qui avait précisément pour but de mettre fin au terrorisme. Sur place, Charles Anderlin, Alan Grégo. Après 9 jours sans attentat, à nouveau l'horreur. À 7h30 ce matin, un kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs dans cet autobus près de Haïfa. 8 Israéliens, dont 4 soldats, ont été tués. Il y a une vingtaine de blessés. Le Palestinien venait de Toul-Karem, une des 2 villes évacuées par l'armée israélienne il y a 48 heures. Originaire du camp de réfugiés de Jenin, il s'y était réfugié. Jenin, où s'est déroulée la plus sanglante bataille de l'opération israélienne. Tsahal y a perdu 23 soldats, des réservistes de la 5e brigade à laquelle Ariel Sharon a rendu visite aujourd'hui près de Jenin. Il rappelle quelques-unes de ces batailles et félicite soldats et officiers pour leur courage et leur professionnalisme. Il ajoute: nous n'avons pas l'intention de quitter cet endroit jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Il ne faut pas laisser ne serait-ce qu'une cellule terroriste. C'est le cas pour Jenin, mais aussi pour Naplouse et Ramallah. En anglais, un journaliste, M. Sharon, s'adresse aux États-Unis. J'espère, dit-il, que notre grand ami, l'Amérique, comprendra que nous menons ici une guerre de survie pour défendre la vie de nos citoyens et que personne n'a le droit de faire pression sur nous. Ces soldats, ces officiers doivent accomplir leur mission. Colin Powell, le secrétaire d'État qui arrive demain soir dans la région, est averti. M. Sharon n'a pas l'intention de céder. L'autorité palestinienne n'a pas pour l'instant condamné cet attentat comme elle le faisait auparavant. L'un de ses responsables a affirmé ce matin qu'il s'agissait, je cite, d'une riposte naturelle à la sale guerre de Sharon. Pour Israël, c'est le deuxième coup dur en 48 heures après l'annonce de la mort de 14 soldats dans la bataille de Jenin justement. Alors quel est l'état d'esprit sur place? Nous avons pu assister précisément aux obsèques de l'un de ces soldats à Jérusalem. Reportage Agnès Varamian, Philippe Turpot. C'est un militaire mort dans une opération de guerre qu'ils viennent enterrer. Mais c'était aussi leur ami, un jeune appelé de 21 ans. Je ne pense pas que l'armée puisse résoudre à elle seule le problème. Mais d'un autre côté, les Israéliens veulent qu'elle fasse quelque chose. Dans la tiédeur de l'après-midi, les civils appelés ou réservistes venus à la cérémonie s'attarde d'abord sur les tombes des autres jeunes Israéliens morts au combat ces dernières années. À la tribune, les larmes ne viendront pas aux yeux du meilleur ami du soldat tué. Je ne pleure plus, s'excuse le jeune homme, pardon, mais tellement sont morts déjà. L'hommage des officiers et des politiques célèbre, lui, une guerre juste qui exige des sacrifices. Le murmure du cimetière disait aujourd'hui que l'attentat de ce matin n'y changeait rien. Il va falloir qu'on se sépare des Palestiniens. Dans 10 ou 20 ans, alors peut-être seront-ils prêts à vivre en paix à côté de nous. Dans le pays entier, hier, aujourd'hui, on portait en terre les soldats morts. 30 en 10 jours, pour épargner peut-être d'autres vies, disent les familles. Un bilan qui se chiffre par centaines dans les territoires, disent les Palestiniens.
Le soldat dont il était question au départ est mort à Jenin. À Jenin, où la bataille serait terminée, des centaines de Palestiniens se seraient rendus à l'armée israélienne. On parle aussi de scènes d'une violence effroyable et de très nombreuses victimes. Impossible de vous en montrer ou de vous en dire davantage. Les journalistes ne sont pas autorisés à approcher du camp où se sont déroulés les combats. Ces images en revanche de Naplouse, images de prisonniers, tous les hommes âgés de 14 à 60 ans ont été contrôlés, parfois emmenés. D'après les Palestiniens, 14 corps sans vie ont été retirés des décombres de la vieille ville, cible de raids aériens la nuit dernière. Enfin, des nouvelles d'une autre ville de Cisjordanie, réoccupée par l'armée israélienne, Bethléem, où le siège de 200 Palestiniens armés, réfugiés dans la basilique de la Nativité, entre dans sa deuxième semaine. Un moine arménien a été blessé par balle à l'intérieur du couvent. Le tir était israélien, indiquent les autorités religieuses. C'est donc demain que le chef de la diplomatie américaine, Colin Powell, est attendu sur place. Il confirme qu'il souhaite rencontrer Yasser Arafat. Aujourd'hui, il était à Madrid. Rencontre avec José María Aznar, président en exercice de l'Union européenne. À noter que l'Union s'est associée aux États-Unis, à l'ONU et à la Russie pour renouveler l'appel à un retrait immédiat d'Israël de toutes les zones occupées. Sans succès pour l'instant, on l'a vu. Les nouvelles enfin de notre journaliste, caméraman Gilles Jacquier, blessé hier à Ramallah. Après son opération, il a pu quitter l'hôpital. Il sera en France demain soir. La balle qu'il a atteint est de calibre 9 mm. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un tir palestinien ou israélien. L'actualité en France, c'est d'abord la montée en puissance du mouvement des douaniers, perturbations un peu partout et échec des négociations. Les syndicats ont même parlé de provocation après une rencontre au ministère des Finances. Céline Crespi. Action coup de poing des douaniers qui ont bloqué ce matin les ferries à Calais. Depuis une semaine, voilà des scènes quasi quotidiennes. Pourtant, aujourd'hui, une délégation a été reçue au ministère des Finances. À l'exemple des gendarmes et des policiers, les douaniers souhaitent une prime de risque et une bonification de leur point retraite. Mais ils sont sortis déçus des négociations. Concrètement, nous n'avons rien obtenu du tout. Si ce n'est une vague promesse sur un groupe de travail d'ici dans un futur plus ou moins immédiat, comme je disais. Les douaniers d'Avignon, eux, s'en sont pris à l'Eurostar, qui passait là pour la première fois. À Toulouse, ils étaient 150 pour bloquer l'accès de l'aéroport. Et pour maintenir la pression sur le gouvernement, tous les moyens étaient mobilisés en Savoie. Le barrage au tunnel du Fréjus a provoqué de longues files d'attente. Un appel à la grève et aux manifestations est d'ores et déjà annoncé pour le 16 avril. La suite du procès de Patrick Dils à Lyon, journée importante car la cour d'assises est revenue sur les incertitudes concernant l'heure du crime des deux enfants, un détail qui compte. En préambule, Patrick Dils, encore une fois très combatif, a réaffirmé son innocence. Sur place, Dominique Verdaillan, Patrick Deschmecker. Mieux que personne, ses parents le savent. Patrick Dils n'a pas le droit à l'erreur. Je pense que ses avocats ont dû le préparer, ça devrait bien se passer. Micro en main, s'adressant au juré, il revient sur ses aveux. J'avais 16 ans, j'étais terrorisé, pour moi ce n'était qu'un scénario, j'ai raconté ce qui m'a été suggéré. Des aveux répétés plusieurs fois devant les policiers et le juge. Pourquoi ne pas être revenu en arrière plus tôt, s'interroge perfidement la présidente. J'étais rentré dans un mécanisme impossible à gérer, répond l'accusé. Je dirais ce qui lui a peut-être manqué à ce moment-là, c'est qu'un adulte, et ça ne pouvait être qu'un adulte, le prenne par l'épaule et lui dise arrête de raconter tout ça, puisque tout cela est faux. L'avocat général s'inquiète lui des multiples détails donnés par l'accusé. Vous en dites beaucoup, vous aviez bonne mémoire, renchérit la présidente. Pour les parties civiles, le procès de Lyon est une répétition de celui de Reims. On comprend mieux maintenant, au niveau de l'opinion publique, j'imagine, mieux les personnes qui assistent dans ce procès public, que Patrick Dils ait pu être condamné par la cour d'assises de Reims après la révision de son procès. Un face-à-face lourd, oppressant, assurément un tournant dans ce troisième procès. On en a presque oublié les premiers mots de l'accusé en début d'audience. J'ai gardé le cœur, la parole et les yeux d'un enfant. Je n'ai pas vécu, j'ai survécu. Le vandalisme au quotidien à Amiens, exaspéré par les attaques à répétition contre les bus. On a compté 180 vitres brisées par des jets de pierre l'an passé. La société de transport de la ville a décidé de réagir. Chaque fois qu'un bus sera désormais pris pour cible, il sera dévié du trajet initial pour éviter les lieux à risque des quartiers nord. Les usagers se retrouvent ainsi pénalisés. C'est une manière
faute de mieux d'alerter tous les responsables, explique la compagnie. Autre quartier, autre méthode. Nous allons maintenant dans cette cité de Villiers-sur-Marne, pas très loin de Paris, un quartier où le trafic de drogue s'est installé, de même que ce qu'on appelle les rodéos, ces courses de voitures qui mettent la population en danger. Initiative de la mairie, depuis quelques mois, elle a tenté d'installer une barrière à l'entrée de la cité, à de rares exceptions près. Dès la fin de l'après-midi, toute circulation automobile est interdite, efficacité non garantie. Enquête Jérôme Soulard, Cyril Paquier. 16 h, comme chaque après-midi, la cité des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne referme ses portes. Interdit à la circulation des voitures jusqu'au petit matin. Le jour, devant les barrières, des jeunes du quartier payés par la mairie tentent comme ils peuvent de faire respecter la règle. Au début, on laissait rentrer personne. Maintenant, quand on se fait casser des voitures, crever les pneus, et que tous les soirs, ils arrivent quand même à casser des barrières, ça ne change rien du tout, quoi. Donc moi, j'ai pas risqué ma vie pour une barrière, quoi. Parce que j'ai pas envie de me prendre un truc pour rien du tout, quoi. Je sais pas, pour ce qu'on gagne, ça mérite pas, quoi. Ça vaut pas le coup, quoi. C'est déjà fait tirer dessus quand même. C'est déjà fait tirer dessus, il y a plein de trucs, quoi. Voilà. Officiellement, la cité est interdite aux voitures pour la sécurité des 3000 gamins du quartier. Mais ce sont les vols, les rodéos pratiqués par quelques-uns qui ont décidé le maire à boucler toute la zone. La circulation qui se passe la nuit dans la cité, c'est tout simplement une circulation de personnes mal intentionnées qui viennent pour des trafics, notamment des trafics de drogue, et qui perturbent évidemment toute la quiétude des gens qui travaillent. La nuit, ce sont donc des professionnels qui gèrent les entrées et les sorties. Des agents de sécurité équipés et préparés à toute éventualité, car le soir très tard, les problèmes sont ici fréquents. Quand on ne laisse pas rentrer, souvent, ils nous menacent même avec des armes. Hein. D'autres qui viennent avec des armes. Hein. Quoi comme arme? Les flingues, là. Moi j'ai une carte de validité. Voilà. Avec de la chance, on peut même quelquefois attendrir le vigile pour rentrer légalement dans la cité. Vous sortez, c'est sûr, ça? Je travaille la nuit. D'accord, allez-y. Ok, vous avez déjà un quart d'heure. Je sors, il n'y a pas de problème. J'habite dans cette cité, on est obligé de demander des autorisations pour rentrer chez soi. Parce qu'ils ont fait cette cité dortoir où on veut absolument mettre une population de gens qu'on ne veut pas voir à l'extérieur, dans une ville. Et puis voilà, on les enferme dans les écoles, vous voyez, il y a la boulangerie, il y a tout ce qu'il faut. Et puis on veut pas les voir ailleurs. Après, c'est un qui ont fait des ghettos. Et puis voilà, on les enferme et les gens, ils sont d'accord. On est bien obligé d'arriver là, les gens ne savent pas respecter. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose de fait, sinon il faut attendre qu'il y ait plusieurs morts, qu'il y ait plusieurs choses graves qui arrivent pour qu'il y ait quelque chose de fait. Depuis la mise en place de cette barrière il y a 4 mois, les vols et les rodéos ont un peu baissé dans la cité. Petit résultat, grande conséquence, chaque soir 6000 habitants n'ont plus la liberté d'accéder en voiture à leur domicile. En bref, nouvelle agression contre la synagogue de Garches-les-Gonesse, près de Paris. Un cocktail Molotov a été jeté dans la cour. L'incendie a été rapidement maîtrisé. Depuis plusieurs années, on s'interroge sur l'efficacité du modèle d'intégration français. L'an passé, l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, comme on dit, avait innové en créant une filière spéciale réservée aux lycéens des ZEP, donc issus de zones défavorisées. Initiative controversée, on ne va pas trancher le débat ce soir, mais faire un point sur les résultats des 17 élèves qui ont bénéficié de cette promotion, après sélection tout de même. Eh bien, apparemment, tout se passe bien. Exemple avec Samia, 18 ans, ancienne lycéenne à Saint-Ouen. Nicolas Lemarinier, Abdelzouyesh. 2 heures de transport chaque jour entre Asnières et Paris. Des journées qui finissent à 21h. Des soirées entières à réviser. C'est la nouvelle vie de Samia Mansouri depuis son entrée à Sciences Po. C'est vrai qu'au début c'était très difficile. J'avais du mal à supporter ce rythme. On s'aperçoit qu'il y a un grand contraste avec le lycée et petit à petit on commence à s'habituer. À 18 ans, la jeune fille qui veut devenir diplomate a prouvé qu'elle peut tenir le rythme. Et elle fait taire la minorité qui dénonçait l'arrivée de 17 lycéens issus de ZEP au sein de la prestigieuse filière. L'an dernier, au salon de l'étudiant, une personne avait demandé à Richard Descoings, qui est le directeur de Sciences Po Paris, si ça allait dévaloriser le diplôme de Sciences Po. Je pense que ceux qui disent ça n'auraient pas été capables, en sortant du lycée, d'affronter un jury de 6 personnes de Sciences Po. Quand même impressionnant. En classe, rien ne distingue les étudiants de ZEP des autres. Leurs notes sont aussi bonnes. Leur taux de réussite jusqu'à présent, 85% contre 90% pour toute la promo. Une bonne surprise parmi d'autres,
Sciences Po, c'est encore mieux que ce que Samia pensait. Déjà, la réaction des autres élèves qui nous ont acceptés facilement. On a été très encadrés. On a eu des tuteurs qui nous ont aidés à nous organiser au départ parce qu'on était un petit peu perdus. Pour Samia, pas de souci. À Sciences Po, il faut une très bonne culture générale. C'est ce qui en fait une filière élitiste. Mais qu'il soit question d'élection présidentielle, de politique internationale ou de civilisation latine, Samia n'a pas de complexe. Elle démontre qu'elle est au niveau. Retour à Vannes, maintenant en Bretagne, où on en sait un peu plus sur la personnalité de Jean-Charles Denis, l'homme qui a tué un policier au fusil Kalachnikov dans la nuit de lundi à mardi. Les policiers ont commencé à l'entendre en début d'après-midi. Sur place, Olivier Sioux, Dorothée Cochard. C'est une chambre aux barreaux solides au premier étage de l'hôpital de Vannes, une chambre bien gardée par le groupement d'intervention de la police nationale. Toute la journée, les policiers de la PJ de Rennes ont interrogé Jean-Charles Denis. Ils essaient de comprendre les mobiles de cet homme, qualifié de marginal par le procureur de la République, et plus précisément de savoir par exemple d'où venaient ces armes de guerre. D'évidence, le fusil d'assaut et le revolver 357 Smith & Wesson sont en possession de Denis depuis longtemps. Ce sont des armes qui sont, je ne les ai pas vues, qui sont, m'a-t-on dit, en mauvais état. Il dit qu'il les a depuis longtemps. Sans plus. Une Kalachnikov que, selon nos informations, il se serait procuré en région parisienne il y a quelques années. Pour le reste, pendant sa garde à vue, Jean-Charles Denis, qui pour prévenir toute tentative de suicide demeure menotté sur son lit d'hôpital, est resté flou sur ses motivations. Il n'a exprimé aucun remords, un geste que dans la ferme familiale, son père, vieil homme désemparé, ne comprend toujours pas. Il était juste, chacun son boulot, chacun sa part, et il s'arrangeait bien avec son frère et avec tout le monde autour ici. C'est pour ça qu'il a dû surprendre tout le monde, il a dû boire un coup, le voir les copains, et puis faire cette bêtise. Ce soir, Jean-Charles Denis a été mis en examen notamment pour homicide aggravé sur un policier. Il passera la nuit selon toute vraisemblance ici, à l'hôpital de Vannes, mais devrait être transféré dès demain matin, soit à la prison de Rennes, soit à la prison de Fresnes, mais toujours sous bonne escorte. La campagne présidentielle est d'abord, comme tous les 15 jours, notre sondage Ipsos en collaboration avec Le Point. Enseignement principal, la légère baisse des deux favoris au premier tour. Jacques Chirac, 23%, reste en tête mais perd un point. Lionel Jospin passe sous la barre des 20 à 19%, moins 1 également. Les trois suivants sont en hausse. Jean-Marie Le Pen, 12%, plus 2. Arlette Laguillet, 11%, plus 1. Jean-Pierre Chevènement, 8,5%, plus 0,5%. Viennent ensuite François Bayrou, Robert Hue, Noël Mamère à 5%. Tous les trois. Alain Madelin, 3,5% comme Jean Saint-Josse. Bruno Maigret, 1,5%. Olivier Besancenot et Corinne Lepage, 1%. Christine Boutin et Christiane Taubira, 0,5%. Enfin, Daniel Gluckstein est à 0 au deuxième tour. Jacques Chirac l'emporterait 51 contre 49 à Lionel Jospin, qui sera l'invité dans un instant de notre rendez-vous quotidien face à la rédaction. Gros plan en attendant sur la campagne de Jean-Pierre Chevènement. On évoquait les cités sensibles. Eh bien, l'ancien ministre de l'Intérieur était au Bosquet à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Dialogue franc et impromptu. C'est sans commentaire. Reportage Arnaud Boutet, Olivier Robert. Vous savez que je suis candidat à l'élection présidentielle. Alors, ça fait pas très longtemps. Est-ce que tu sais déjà lire? Ah, oui. Oui, vraiment? Et tu es un bon élève? Ah, ça va. Ça va? Tu fais des efforts? Un petit peu. Alors continue, hein. Bon. Et la police de proximité, ça vient de vous cette idée-là? Il fout la merde dans le quartier, je vous le dis, moi. En réalité, votre discours, je comprends bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que vous voulez qu'on vous foute la paix. Hein, mais qu'on vous foute la paix pour faire quoi? Hein, c'est cela que moi, je vous pose comme question. Mais qu'on arrête de nous manquer de respect, parce que la police de proximité manque de respect, on préfère encore qu'il y a la BAC. Le mot respect, parce qu'ils font mal leur boulot. Ils savent qu'ils s'en sortiront par l'éducation. Hein, donc le contact, comme vous avez pu le voir, il est très sympathique. Il est très sympathique parce qu'ils savent bien que j'ai raison. Le problème, c'est le virus ici. On sait que moi, mon gars, pour venir faire les courses, il faut qu'il se change, pour moi il se fait tirer ses pompes et son pantalon. C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas voir que la parole. Hein. Enfin, il est comme les autres, de toute façon, hein. Pour l'instant, c'est des promesses.
Cet après-midi, Jacques Chirac était lui au Grand Quevilly, près de Rouen, pour un déplacement sur le thème de la démocratie locale. Jacques Chirac qui souhaite une révision de la Constitution pour favoriser, je cite, une nouvelle distribution des pouvoirs entre les collectivités et la République. Il faut en finir avec l'étatisme jacobin, dit-il, autrement dit la centralisation. Enfin, la soirée de Jean-Marie Le Pen, soirée de gala sur un bateau-mouche parisien à l'occasion de la réception des comités de soutien. Clou du spectacle, un concert de corps. Michael Darmon, Alexandre Delaval. Devinez qui vient dîner ce soir sur ce bateau-mouche. Vous savez qui vous allez accueillir? Non, je savais pas. Absolument pas. Réponse, Jean-Marie Le Pen. Smoking et corps de chasse. Départ dans quelques minutes pour la traversée de Paris avec le gratin du Front National, son comité de soutien. Venez-vous? Je viens de Versailles. Merci. Comment votre nom? Oui, baron de la Roche-Brochard. Ce soir, le couple Le Pen est dans son vrai milieu. Le smoking est peut-être parfaitement populaire, et d'ailleurs je crois que c'est dans les milieux populaires qu'on critique le plus peut-être le laisser-aller des classes dirigeantes et des classes riches. Au FN, ce meeting flottant est une tradition de la campagne présidentielle, avec la petite surprise au dessert, l'aubade devant la Tour Eiffel. Le cri de chasse, le dur cri de guerre, s'use à la bête et courons la traquer. L'occasion d'une allusion facile aux deux principaux candidats à l'Élysée. Eh bien, ça m'inspire une chasse à courre où je verrai deux cerfs courir devant moi et que je voudrais acculer à l'étang. Signature et caution bancaire en poche, Jean-Marie Le Pen s'offre donc une petite soirée de spectacle politique, avec un message principal, haro sur Jacques Chirac. N'oubliez pas en tout cas, ne pas voter, c'est laisser décider les autres. C'est sur ce thème que le CIDEM, Civisme et Démocratie, qui regroupe de nombreuses associations, entame une campagne à laquelle nous nous associons à France 2. Et voici le clip que vous verrez et reverrez dans les prochains jours. Alors, comment on va l'appeler ce petit garçon? Tiens, Jules. Mais c'est pas mal, Jules, non? Ou alors José, c'est bien aussi, José. Et pourquoi pas Paul? Oui, Paul, c'est très bien. Non, Jean, c'est mieux. C'est pas terrible, Jean. Jean, c'est pas si mal, Paul. Jean-Paul. Va pour Jean-Paul. Voilà. Économie maintenant avec un anniversaire qui passe franchement inaperçu, c'est d'ailleurs plutôt bon signe. L'euro fête ses 100 jours. Qui se souvient encore des innombrables campagnes ou mises en garde contre les risques de chaos? Une question cependant, le franc est-il vraiment oublié? Eh bien la réponse est non. Pour les gros achats en tout cas, on fait toujours la conversion. Reportage Martin Gouès, Philippe Jasselin. Je trouve qu'on évalue moins bien qu'avant. On a du mal à évaluer. Voilà, Sans le double affichage franc-euro, pas facile de savoir combien on paie. L'euro est dans les porte-monnaies depuis 3 mois, mais il n'est pas encore dans tous les esprits. 3,50, 8 et 10 euros. 8 euros. 8, 18 euros. Oh, si pour les petites sommes, il n'est pas facile de s'y retrouver, pour les grosses... Oh, bah, quand je dépasse des grosses sommes, là, un peu difficile. Une grosse somme, qu'est-ce que c'est? Une grosse somme, bah, c'est 100 000 francs. Je sais pas, enfin, à partir de 10 000 anciens francs, si vous voulez. 10 000 anciens francs, ce sont 15,24 €. Anciens francs, francs, euros, toutes les monnaies sont mises à contribution pour s'y retrouver. Quant aux achats plus importants... Au point de vue prix, elle fait 17 940 €. Et là, à chacun sa méthode pour comparer. Je fais 18 par 7, ou à la limite 2 x 7, 14, et je fais moins, donc c'est bon. Mais c'est pas le plus simple. Mais comme dans l'immobilier, le franc sera encore pour un moment la valeur de référence. En euros ou en francs, voici ce que nous dépensons chaque année en moyenne pour notre ou nos voitures, calcul effectué par la Fédération des automobiles clubs de France. Budget annuel moyen pour 2001,
4 577 €, un peu plus de 30 000 francs, en hausse de 2,9% par rapport à l'an passé. C'est le prix d'achat des voitures et l'entretien qui ont le plus augmenté. Pour les diesels, le chiffre est de 7 087 €, plus 17%, chiffre plus difficile à interpréter car le véhicule de référence choisi pour le calcul a changé d'une année sur l'autre. La voiture, comme les usines, qui est traditionnellement considérée comme l'une des premières causes de la pollution de l'air, surprise avec cette première étude officielle publiée aujourd'hui, l'atmosphère que nous respirons à la maison serait tout aussi polluée que l'atmosphère extérieure en ville. On n'est plus à l'abri nulle part, pas d'affolement quand même, c'est ce que nous expliquent Sophie Mézel et Martin Calli. On savait déjà que nos poumons en prenaient un sacré coup dès que l'on humait l'air de la ville. Mais ce que l'on sait moins en revanche, c'est qu'à l'intérieur même de nos maisons, nous sommes confrontés à une autre forme de pollution. Voici un salon. Ici, des objets tout à fait habituels et en fait, on peut être exposé à différents types de substances, notamment cette table qui est composée donc en bois aggloméré et qui peut émettre, du fait de sa résine, des substances chimiques volatiles. C'est issu d'ameublements qui, lorsqu'ils sont nettoyés, peuvent également émettre des substances. Cette plante qui peut contenir des moisissures et source de choses allergènes. La fumée de cigarette qui est une des sources principales de la pollution à l'intérieur des logements. Plus de 4000 substances chimiques dont certaines peuvent être cancérogènes. En prime, les magazines neufs dégagent des particules irritantes, la colle des moquettes des substances allergisantes, de même que les vernis, les peintures et en gros, tout ce que contient à l'intérieur. Pour analyser la qualité de notre air intime, celui que l'on respire chez soi en moyenne 14 heures par jour, sommeil compris, une batterie de tests a été mise en place dans 90 logements. Il n'en résulte rien d'alarmant, juste un constat. Nous sommes cernés par bon nombre de particules dont nous ne connaissons pas encore aujourd'hui la nocivité. Là, ce sera l'objet de prochaines études. Seul un conseil s'impose, un bon vieux truc de grand-mère, ouvrir grand ses fenêtres pour chasser, ou du moins pour diluer, la pollution. Santé toujours avec ce colloque organisé à Paris par la Fondation de l'Avenir sur la chirurgie de l'œil et notamment sur les greffes de cornée. Plus de 4500 opérations l'an passé, c'est souvent le seul moyen pour soigner le vieillissement des yeux. Problème, les greffons se font rares, d'où l'intérêt de ces nouvelles méthodes qui consistent en quelque sorte à poser des rustines pour éviter la greffe. Romuald Bonan, Virginie Travers. Pour la seconde fois, ce patient de 70 ans va pouvoir bénéficier d'une greffe. La raison, une maladie dégénérative qui s'attaque à la cornée de ses deux yeux. J'ai l'œil fermé comme ça fait des mois et des mois et des mois. Hein. Je ne peux pas l'ouvrir parce que quand je l'ouvre, la lumière me fait mal. La cornée, c'est cette fine membrane transparente à l'avant de l'œil. Mais en cas de lésions accidentelles, d'infections comme l'herpès ou de maladies héréditaires, elle peut s'opacifier et limiter la vue. Chaque année, environ 5000 personnes ont recours à la greffe, mais un quart d'entre elles doit attendre des dons de l'étranger. Les greffons sont rares, il faut donc limiter les risques de rejet. Pour y parvenir, de nouvelles techniques sont développées. La première consiste à remplacer juste quelques millimètres de la cornée malade, un remplacement en quelque sorte sur mesure. Mais une autre voie s'annonce très prometteuse. Il s'agit cette fois de prélever sur l'œil sain du malade quelques cellules de cornée. Les chercheurs les font ensuite pousser en laboratoire sur des membranes amniotiques, celles qui entourent la poche des os dans le ventre de la femme enceinte. Lorsque la taille du greffon est suffisante, la greffe peut être réalisée. Ces greffes de membranes amniotiques sont en fait des greffes pansements qui permettent de traiter notamment des brûlures importantes, ou bien des ulcères de cornée, c'est-à-dire en fait des pertes de substances, et cela accélère dans des proportions importantes la cicatrisation des cornées. En France, contrairement à d'autres pays européens, cette technique très efficace n'est pas encore utilisée sur les patients. Elle attend le feu vert des autorités sanitaires françaises d'ici quelques mois. Les vacances de Pâques, vous faites peut-être partie des heureux propriétaires d'une piscine de jardin, 800 000 en France, ce sera l'occasion d'en profiter. Mais attention à la noyade, elle représente la première cause de décès par accident domestique chez les enfants de 1 à 4 ans, 23 décès l'an passé. La Commission de sécurité des consommateurs lance une campagne nationale de prévention avec affiches et dépliants. Reportage Christophe de Valambra, Alain Darigan. Le portillon est verrouillé systématiquement. Evan n'accède à la piscine qu'avec sa grand-mère. Chaque année en France, une vingtaine d'enfants en bas âge se noient dans une piscine privée. Alors ici, on a pris les mesures nécessaires. Dès qu'on a eu la piscine et que j'ai eu ma petite fille en garderie, le premier travail c'était de poser la protection et l'abortion. Vous êtes très sensibilisée. Ah oui, oui. Elle ne respire pas.
Bouche à bouche, massage cardiaque, les gestes qui peuvent sauver. Mais dans le cas des jeunes enfants, ils arrivent souvent trop tard. La noyade intervient très rapidement. Un réflexe naturel vient faire que l'enfant va essayer de respirer la tête sous l'eau et très rapidement l'eau va pénétrer dans ses poumons et inonder ses poumons. Par la suite, des convulsions vont apparaître et la mort peut arriver très rapidement. En combien de temps? En moins de 3 minutes. Quelques secondes d'inattention et c'est le drame. Au SAMU de Poitiers, le docteur Baudier est intervenu sur un cas de noyade en piscine privée. L'enfant avait 2 ans. Il faisait la sieste sur le lit des parents et puis les parents reçoivent du monde, sont occupés pendant quelques minutes. Mais a priori, il n'y a aucune raison d'aller surveiller particulièrement l'enfant. Et puis quand ils sortent, l'enfant flotte au-dessus sur l'eau, quoi. En France, à peine plus d'1 piscine sur 5 est bien protégée. Les aménagements de sécurité impliquent un surcoût, environ 10% du prix de la piscine, et les propriétaires rechignent à s'équiper. D'autant qu'aucun texte légal ne les y contraint. Il y a bien eu des études menées, des normes évoquées, mais pour l'instant, aucune obligation. De la piscine au grand large avec des nouvelles du trophée Jules Verne. Le record du Tour du Monde à la voile en équipage et sans escale. Bruno Perron est en route vers le Cap Horn. Il a repris de la vitesse et possède maintenant 4 jours d'avance sur les temps du record, toujours détenu par Olivier de Kersauzon. Pour finir du cinéma avec le dernier film de Pedro Almodovar, Parle avec elle, l'amour extrême, comment 2 hommes entretiennent la flamme de la passion avec des femmes dans le coma depuis plusieurs années. Pascal Deschamps, Jean-Paul Chaussé. À force de porter des talons aiguilles ou d'être au bord de la crise de nerfs, les femmes d'Almodovar devaient finir dans le coma, comme les 2 héroïnes de Parle avec elle. Lydia, une femme matador piétinée par le taureau, et Alicia, une danseuse renversée par une auto, se retrouvent toutes les 2 dans des chambres d'hôpital, laissant les hommes qui les aiment à leur douleur, à leurs doutes. Benigno, l'infirmier amoureux de sa malade, Marco, le journaliste amoureux de son idole, vont joindre leur de solitude. Je me fais tous les films muets. Allemand, américain, italien, tout. Après, je raconte à Alicette tout ce que j'ai vu. Ces 4 dernières années ont été les plus riches de ma vie. À m'occuper d'Alicia. Ce film est un hommage à la parole. Pas seulement parce qu'elle sert à exprimer des choses, mais aussi parce qu'elle est une compagne. Pour Benigno, par exemple, l'infirmier qui parle sans s'arrêter à cet être qui ne lui répond pas. S'il parle, c'est pour vaincre sa solitude. Je ne reconnais même plus son corps. Je suis même pas capable d'aider les infirmières à la retourner, même pas. Je me trouve très égoïste. Parlez-lui. Racontez-lui. Les hommes parlent plus de sexe que d'amour. Et je trouve ça très dommage. Parce que l'un des grands problèmes qu'ont les êtres humains, c'est justement celui de l'amour et des sentiments. Et de ça, les hommes ne parlent jamais quand ils se retrouvent au café avec leurs amis. Pedro Almodovar mêle une fois encore l'humour et le mélo, et peut-être plus qu'auparavant la tendresse et l'émotion. Parle avec elle est un de ces films à voir avec celui ou celle que vous aimez. Vous aurez plein de choses à vous dire. Fin de cette édition, à suivre la météo, Isabelle Martinet, l'info sur France 2, minuit 55, dernier journal Jean-Claude Renaud, 1h15 des mots de minuit, Philippe Lefebvre, dès 6h30 demain Télématin avec Alain Madelin, invité des 4 vérités, invité de Roland Sicard. Tout de suite, élection 2002 avec Lionel Jospin donc, et on se quitte juste avant avec ces images attendrissantes de bébés ours albinos. Les nouveau-nés effectuaient leur premier pas dehors dans ce parc de Norvège. À demain.